Il a travaillé avec les plus grands, Steven Spielberg, David Lynch, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, George Lucas, David Fincher, Sidney Lumet. Et pourtant, la carrière de Michael Jackson au cinéma se résume à un film, The Wiz, un autre film dans lequel il fait un caméo, Men in Black 2, et un obscur direct ou DVD qu'on préféra très vite oublier, Miss Castaway. Et paradoxe le concernant, c'est qu'il était très cinéphile. Michael Jackson n'aimait pas que Walt Disney, non. Il a bâti sa carrière musicale également sur l'image de lui-même, et surtout sur quel genre cinématographique il pouvait s'appuyer pour nous montrer qui il était et ce qu'il aimait. Cinéma d'horreur, de science-fiction, d'aventure, de gangsters, films de rue. Michael Jackson n'était pas que danse, R&B et chant posés sur du vinyle. La marque Michael Jackson était aussi très visuelle. Alors qu'est-ce qui fait que Michael Jackson et le cinéma a toujours été un rendez-vous manqué? Comment expliquer que Michael Jackson a choisi tel réalisateur et pas un autre pour façonner son œuvre picturale? Quel est le rapport entre Joel Schumacher, réalisateur de Batman Forever et de l'excellent Chute Libre, de Rob Cohen, réalisateur du premier Fast and Furious, et Michael Jackson? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Voici maintenant des nouvelles de l'ailleurs, d'un extraterrestre nommé Michael Jackson. Et tu ne crois pas si bien dire, mon cher PPD, parce qu'on pourrait presque croire que E.T. l'extraterrestre a été fait pour Michael Jackson. D'ailleurs, Steven Spielberg a lui-même déclaré « Si E.T. n'avait pas trouvé refuge chez Elliot, il serait allé chez Michael Jackson ». Un homme seul, un petit peu à l'instar de Michael Jackson, allégorie de E.T. ou Elliot à la recherche du père, Michael Jackson recherchant également l'amour de son père qu'il n'a jamais eu. Et j'en viens donc à cette première partie de vidéo, c'est-à-dire la relation entre Steven Spielberg et Michael Jackson. Il était évident que ces deux hommes-là ne pouvaient pas se manquer, ne pouvaient pas se rater. Ils avaient énormément de choses en commun. L'amour des enfants, l'amour de la science-fiction, de la magie, de l'innocence même. Et c'est pour ça qu'à la demande de Steven Spielberg, Michael Jackson, pendant les sessions de l'album le plus vendu de tous les temps, à savoir Thriller, réalisa ce disque. Le E.T. Storybook. Alors le E.T. Storybook, c'est tout simplement toute l'histoire d'E.T., tout le film E.T., condensé en 40 minutes sur deux faces d'un vinyle. Et c'est vrai que le résultat est totalement bluffant, parce que devoir résumer 2 heures de film, surtout très intense comme E.T., où chaque plan compte, où chaque scène te tire une larme, c'est un pari totalement dingue que Quincy Jones et Michael ont relevé, et ils ont réussi à condenser ça en un peu moins de 40 minutes, et en plus, en mettant une chanson bonus spécialement créée pour l'occasion, Someone in the Dark, écrit également par Rod Temperton, qui avait lui-même écrit Thriller. Alors il y a 3 raisons pour lesquelles je trouve fascinant de réécouter ce storybook, et surtout, je dirais, surtout maintenant. La première, c'est que déjà, c'est la production du disque. C'est juste extraordinaire d'avoir pu poser la voix de Michael en mettant en fond, en laissant la musique de John Williams si emblématique de ce film, c'est d'ailleurs pour moi un de mes films préférés, en ayant laissé également les dialogues du film et en mettant les scènes essentielles. Et je le répète, c'est très difficile de mettre des scènes essentielles d'E.T. tellement on a l'impression qu'elles sont toutes essentielles. Et en fait, ils ont réussi à garder cette cohérence incroyable liée au film et sans perdre la magie, sans perdre l'émotion. Donc ça déjà, c'est un premier pari qui est relevé avec brio avec ce storybook. La deuxième chose, c'est la façon dont Michael Jackson raconte cette histoire. Il est totalement investi. On a l'impression que c'est lui qui a écrit le script. On a l'impression que c'est lui qui a écrit les dialogues. C'est incroyable cette façon dont il est tellement convaincu que limite presque E.T., Elliot et tout ce petit monde existe en fait. La preuve. On entend même des fois sa voix trembler lors de grosses séquences d'émotion, lors d'envolées, on a l'impression que lui-même s'envole avec E.T., Elliot, etc. C'est tout simplement incroyable. Non seulement c'était un grand chanteur, mais en plus, il avait totalement compris l'art du récit, il avait totalement compris l'essence même de E.T. Et c'est pour ça, surtout, quand on le réécoute maintenant, et je vous encourage vraiment, si vous pouvez tomber dessus, c'est disponible sur YouTube dans son intégralité. Si vous l'écoutez au casque, vous allez voir qu'il y a une certaine réverbération en fait sur la voix de Michael Jackson. Et on a cette impression, surtout maintenant vu qu'il n'est plus là, qu'on a affaire à un esprit
qui pose le regard sur toutes les scènes d'E.T. et qu'il nous raconterait un peu cette histoire vue du ciel. Alors ça paraît un peu dingue ce que je dis, mais c'est vrai qu'on a cette impression qu'il se trouve tout là-haut et qu'il se penche sur des scènes de quotidien avec Elliot, les échanges entre Elliot et E.T., etc. et qui raconte l'histoire de là-haut comme si c'était un espèce d'esprit qui voulait nous raconter cette histoire. C'est vraiment très étrange la sensation que ça fait, et cette sensation elle est vraiment doublée par le fait justement qu'il n'est plus là, quoi. Donc on n'a pas du tout la même écoute lorsqu'il était vivant et maintenant vu qu'il est décédé. C'est vraiment pour moi une écoute totalement différente. On a vraiment l'impression comme d'un ange ou d'un esprit qui raconte l'histoire d'E.T. Alors pourrait-on appeler les liaisons dangereuses entre Michael Jackson et Steven Spielberg? Il y a une sorte d'adoration, il y a une sorte aussi peut-être de méfiance de la part du cinéaste. En tout cas, dans les années 80, leur relation est plutôt au beau fixe. Il sera invité par Steven Spielberg, par exemple, sur le tournage des Goonies. Il sera aussi invité sur le tournage d'Indiana Jones et la dernière croisade. On a vraiment l'impression que les deux hommes sont totalement liés. Cette espèce d'envie d'ailleurs, cette envie de magie, c'est tout simplement incroyable. Et il faut rappeler quand même que c'est Quincy Jones qui composera toute la BO d'un des chefs-d'œuvre de Steven Spielberg, La couleur pourpre. Et on cite également Michael Jackson dans une autre production Amblin, Retour vers le futur, peut-être pas le premier, mais le troisième. Marty McFly est un pur adolescent des années 80, et à son arrivée dans le saloon, pour se défendre contre Biff Tannen, il va esquisser un petit pas de moonwalk, tourner sur lui-même à la Michael Jackson, et ensuite va s'ensuivre une bagarre avec Biff Tannen. Tout relié Michael Jackson à Steven Spielberg. Et puis arriva l'énorme fantasme parmi les fans de Steven Spielberg, parmi même les fans de Michael Jackson. On avait l'impression même que c'était presque les mêmes fans, quand Steven Spielberg annonça que il prendrait certainement Michael Jackson pour sa version live de Peter Pan. Waouh! Et là, tout le monde s'est dit, oui, s'il n'y a qu'un homme sur Terre qui pourrait jouer Peter Pan, c'est bien Michael Jackson. Tellement le chanteur était attaché à ce personnage. Et il le disait même lui-même qu'il était Peter Pan. Mais l'histoire en décidera autrement, on connaît la suite. L'adaptation live de Peter Pan deviendra Hook, toujours réalisé par le même Steven Spielberg, et Michael Jackson n'interprétera pas le rôle titre, ce sera Robin Williams dans le film qu'on connaît. Alors moi je me suis toujours demandé à qui la faute. Était-ce la faute de Steven Spielberg qui ne voulait pas? Est-ce que c'était Michael Jackson qui ne voulait pas? Petite déclaration de Steven Spielberg à ce propos. Michael a toujours voulu jouer Peter Pan, je l'ai appelé et je lui ai expliqué le scénario. C'est à propos d'un avocat qui doit sauver ses enfants et découvre qu'un jour il a été Peter Pan. Michael a réalisé à ce moment-là qu'il ne s'agissait pas du même Peter Pan que celui qu'il aurait voulu incarner. Ça, c'est Spielberg qui a dit ça à Entertainment Weekly. Mais si on remonte en 1997, Michael Jackson, dans la revue Life, déclare que Steven Spielberg l'a tout simplement laissé tomber. « Je devais jouer Peter Pan dans Hook, déclare-t-il. J'avais composé des musiques, j'y avais consacré 6 mois, mais ils m'ont laissé tomber. Steven Spielberg s'est rendu compte par la suite qu'il avait fait une erreur, mais j'étais déchiré, il m'a beaucoup fait souffrir avec cette histoire. Quoi qu'il en soit, nous sommes à nouveau amis. » Sauf qu'au fur et à mesure des années, les deux hommes se sont brouillés. Tant et si bien que Spielberg, lors des 20 ans du film E.T., il a tout simplement fait retirer des produits dérivés toute réédition du E.T. Storybook dont je vous parlais juste avant. Comme si le cinéaste ne voulait plus rien avoir à faire avec Michael Jackson. Alors voilà, la relation Michael Jackson-Steven Spielberg qui avait si bien commencé, a plutôt mal terminé. Il y a eu une pseudo-réconciliation sur le tournage du mini-film Ghost, mais cette réconciliation n'a pas vraiment duré. Et il faut voir un truc aussi, quand Michael Jackson déclare que Steven Spielberg s'était trompé quant au fait de ne pas le prendre pour Hook, il y a peut-être une part de vérité là-dedans, sachant que Hook n'a pas vraiment été un gros succès au box-office. C'est pas que ça a été un flop, mais disons que le film a énormément déçu, ça a coûté très très cher, ça a été un tournage un petit peu chaotique, et c'est vrai que peut-être le fait de prendre Michael Jackson, est-ce que ça n'aurait pas changé la donne? Est-ce que le film n'aurait pas mieux marché? La question mérite d'être posée, même si évidemment, pour les adorateurs de Hook, on aime tous la performance de Robin Williams dans le rôle titre. Mais revenons à l'envie profonde de Michael Jackson de faire du cinéma et de son jeu d'acteur. Un jeu d'acteur que moi je pense avec quelques cours de théâtre aurait été totalement parfait. Il suffit de voir juste le court-métrage Captain EO, court-métrage diffusé en 3D dans tous les parcs Disney au milieu des années 80, dans lequel Michael Jackson incarne un capitaine de vaisseau spatial et il va devoir affronter une sorcière méchante sur une planète, etc. Court-métrage d'ailleurs qui ressemble totalement à du Star Wars. Et ce n'est pas anodin puisque ce court-métrage est produit
par George Lucas et réalisé par le grand ami de George Lucas, Francis Ford Coppola. Et c'est vrai que dans Captain EO, on voit toute l'adoration de tout l'univers Star Wars par Michael Jackson, mais c'est vrai que Captain EO est empreint totalement de l'univers Star Warsien, avec des marionnettes qui parlent, avec des effets spéciaux incroyables. Et c'est vrai que là, on peut voir l'étendue du jeu d'acteur de Michael Jackson lors de plans très serrés où il envoie des éclairs. On sent qu'il est totalement impliqué par son personnage et pour le coup, il a vraiment un jeu d'acteur convaincant. Alors c'est vrai que c'est très difficile de juger sur 17 minutes. C'est pas non plus un acteur de la trempe de Robert De Niro ou je sais pas moi, ou d'Al Pacino. Mais c'est vrai qu'avec quelques cours de théâtre, par exemple même pour le film Hook, je persiste toujours à croire que ça aurait fait un super acteur. Allez, on remonte un petit peu le temps. Si je vous dis Quincy Jones, Sidney Lumet, réalisateur d'Un après-midi de chien, Serpico et j'en passe, vous me dites quoi? Vous me dites The Wiz. Et comme je vous le disais en début de vidéo, c'est Joel Schumacher, donc réalisateur de Batman Forever, du droit de tuer, de Chute libre, qui en était le scénariste. Et aussi Rob Cohen, réalisateur de l'excellent Dragon, l'histoire de Bruce Lee et du premier Fast and Furious. Et il n'en était pas moins le producteur du film, un des producteurs en tout cas. On est loin à cette époque-là, en 78, de Fast and Furious et Chute libre. Alors The Wiz, c'est un film produit aussi par la Universal, produit par Motown également, dans lequel Quincy Jones fait quasiment toute la BO. C'est pas un film sur lequel j'ai envie de m'attarder parce que c'est un film où, une fois de plus, Michael Jackson fait donc l'épouvantail puisque c'est une version noire du Magicien d'Oz avec Diana Ross dans le rôle de Dorothy. Mais le truc, c'est que en fait, ça aurait pu faire un excellent film, une excellente comédie musicale. Moi, ce que je reprocherais à The Wiz, c'est ses longueurs. C'est-à-dire qu'il y a toute une grosse scène d'exposition qui est très très longue à mon avis. Et puis, après avoir rencontré les différents personnages, c'est-à-dire l'épouvantail, le robot, etc., je trouve que dans ce film, il y a un gros ventre mou, ce qui fait qu'on a affaire à un film un petit peu bancal au niveau du rythme. On s'ennuie un peu des fois, et c'est dommage parce que la BO de Quincy Jones, elle est juste énormissime, elle est vraiment incroyable et pas juste les deux morceaux chantés par Michael. Toute la BO est vraiment géniale, toute l'imagerie et tout ça. Alors il y a un côté très kitsch, mais franchement je trouve qu'il fonctionne bien. Le récit est énormément alourdi et puis quand même il faut souligner que c'est sur ce tournage que Michael Jackson et Quincy Jones vont se rencontrer et qu'ils vont signer Off the Wall, Thriller et l'album Bad. Et évidemment on ne peut pas faire une vidéo sur Michael Jackson et le cinéma sans évoquer Moonwalker. Je suis sûr que vous vous êtes dit, mais attends, il a oublié Moonwalker, comment ça? Alors non, je ne l'ai pas oublié, mais ça fera l'objet d'une vidéo prochainement sur la chaîne. C'est pour ça que je vais l'évoquer très brièvement, mais c'est vrai que Moonwalker a bénéficié d'une sortie en salle en France, mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il a été vendu immédiatement en cassette vidéo. Il n'a pas bénéficié du tout de sortie en salle. Mais par contre, les ventes de la cassette vidéo de Moonwalker aux États-Unis a littéralement explosé. C'est même, je crois, une des VHS les plus vendues de l'histoire. Également aussi avec la VHS du Making of the Thriller en 83 ou 84, je crois. Mais c'est vrai que concernant Moonwalker, les fans aiment dire que c'est un film pour les fans. Et c'est vrai que c'est pas totalement faux, puisque dans Moonwalker, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, si ce n'est dans la deuxième partie du film, où on raconte une histoire avec Michael Jackson qui est poursuivi par le méchant interprété par Joe Pesci, etc., qui veut droguer tous les enfants, etc. Mais c'est vrai que dans toute la première partie du film, on a affaire plus à des clips incroyable d'ailleurs, le clip Leave Me Alone. Dans la deuxième partie, il y a le clip Smooth Criminal. Et dans la première partie, il y a des extraits du Bad Tour, non pas en mode VHS pourri, comme on l'a eu pour les 25 ans du Bad Tour, mais filmé en HD. Et c'est vrai que ça donne quand même une autre impression. Et une réinterprétation du clip Bad de Martin Scorsese, et non pas avec Michael Jackson dans le rôle titre, mais avec un enfant. Donc Moonwalker, c'est un film assez hybride que moi j'avais vu en salle, que j'avais adoré à l'époque en salle. C'est vrai qu'à le revoir, c'est compliqué quand on n'est pas fan parce que ça raconte un petit peu sa carrière au début et ensuite ça part sur une véritable histoire qui lorne, je le rappelle encore, du côté de E.T. Avec cette musique, cette caméra qui commence sur un ciel étoilé, qui descend sur Michael, etc. Il y a tout un truc référentiel à E.T., mais vraiment très marqué et très évident. Ça va lorgner aussi du côté un peu de Star Wars aussi, etc. Donc Moonwalker, c'est un peu je dirais un patchwork de tout ce qu'aime Michael Jackson au cinéma, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, ça n'est jamais sorti en salle, mais j'y reviendrai prochainement en vidéo. Alors on continue, et si je vous dis Eddie Murphy, qui a joué dans 2 comédies mémorables d'un réalisateur que j'adore, donc Un fauteuil pour deux, Un prince à New York, 2 films réalisés par ce réal que j'adore, à savoir John Landis,
Eddie Murphy qui a tourné avec Michael Jackson dans le clip Remember the Time, et donc ce même Eddie Murphy qui a tourné avec John Landis, et John Landis qui a lui réalisé 2 clips de Michael Jackson, Thriller et Black or White. Comme quoi, tout est lié. Bon, je vais pas revenir sur Thriller et dire que c'est un des plus grands clips de l'histoire du clip vidéo, bien entendu, mais c'est vrai que la légende raconte, enfin la légende, je crois que c'est surtout vrai, que c'est en visionnant Le Loup-garou de Londres, extraordinaire film de John Landis que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu, film sorti en 81, c'est en visionnant ce film-là que Michael a voulu John Landis pour réaliser le clip Thriller. Et c'est vrai qu'on comprend pourquoi, parce que dans le film Le Loup-garou de Londres, tu as des transformations d'un jeune homme en loup-garou, c'est super impressionnant. Les effets spéciaux sont de Rick Baker, qui va énormément travailler avec John Landis, qui va énormément travailler avec Steven Spielberg, une fois de plus, encore une fois, tout est lié. Et c'est vrai qu'on va retenir de Thriller, outre le fait que c'est un clip vidéo qui a totalement révolutionné l'univers du clip vidéo, on va retenir ces effets spéciaux incroyables, ces maquillages et cette forme du clip qui n'a toujours pas vieilli plus de 30 ans après, qui est toujours aussi impressionnante. Ils ont dû réorchestrer la musique de l'album, ils ont dû un petit peu la modifier. Il y a toujours le compositeur attitré de John Landis, Elmer Bernstein, qui a fait quasiment la majorité de ses films, des Blues Brothers, au Loup-garou de Londres, à Prince à New York. Et si je ne me trompe pas, il y a même le monteur attitré de John Landis, George Folsey, qui a bossé quasiment sur tous ses films. Donc on retrouve l'équipe de John Landis associée à tout le savoir-faire de Michael Jackson dessus. Ça a donné Thriller, ça a donné un chef-d'œuvre intemporel qui ne vieillira jamais, qui a même été ressorti en 3D. Malheureusement, je n'ai jamais pu le voir et j'espère qu'un jour on pourra même avoir limite presque une version 4K de ce clip et qu'on pourra peut-être même le revoir en 3D chez soi. Alors on reste encore avec le fabuleux John Landis avec le clip Black or White, clip très marquant de Michael Jackson, clip aussi qui a marqué aussi l'histoire du clip vidéo. Donc là, on rentre vraiment de plein pied dans les années 90 et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu as plein de cinéastes qui font énormément de recherches quant aux effets spéciaux. Je pense à James Cameron, je pense évidemment à Steven Spielberg, à George Lucas, à tous ces magiciens un peu d'Hollywood qui cherchent en fait le fait d'aller plus loin dans les effets spéciaux, dans l'anamorphing, dans le morphing. Il y a énormément de techniques qui se mettent en place à ce moment-là. De Terminator 2 à Jurassic Park, Michael Jackson observe tout ça et va vouloir aussi prouver que son œuvre suit cette évolution technologique. Toujours dans une dynamique à la John Landis avec une colorimétrie incroyable, des chorégraphies de dingue, il utilise le morphing donc en fin de vidéo, totalement révolutionnaire à l'époque et dont le message est très simple, quels que soient nos différents visages et nos couleurs, nous sommes pareils. À sa façon là, Michael Jackson lutte contre le communautarisme qui gangrène un petit peu les États-Unis. Et là, on arrive à une grosse pièce dans l'œuvre de Michael Jackson et surtout son envie de vouloir faire du cinéma, envie qui compense dans le fait de faire des shorts films et non pas des clips vidéo. Il préfère lui appeler ça des shorts films. Bad, réalisé par Martin Scorsese. Alors là, on quitte le surnaturel, on quitte la magie, on quitte l'innocence et on revient aux zones urbaines. Scorsese a prouvé depuis longtemps qu'il était l'homme de la situation. Scorsese, c'est le réal du crade de la rue, de la dure réalité. Et il fallait bien un Scorsese pour ce clip extrêmement rythmé, nerveux, travelling de dingue, zoom avant ultra rapide. Scorsese a testé d'ailleurs ce type de mise en scène dans l'excellent After Hours avec Griffin Dunne. Griffin Dunne d'ailleurs qui jouait dans Le Loup-garou de Londres, tu sais, Le Loup-garou de Londres, le film qui a inspiré Thriller. Une fois de plus, tout est encore lié. Et bien entendu, il reste toute la première partie du clip en noir et blanc avec Wesley Snipes, plutôt calme, mais qui pose les personnages et l'intrigue. Car oui, Bad raconte une véritable histoire à condition de le voir dans sa version intégrale. Alors maintenant, concernant Dangerous et surtout le clip Remember the Time, je ne vais pas parler du clip même Remember the Time, qui est extrêmement bien fait. C'est un clip où Michael Jackson va utiliser énormément d'effets spéciaux, les décors sont fabuleux, mais ce qui va m'intéresser là, c'est le choix du réalisateur John Singleton. Alors John Singleton, il a débuté début 90, et on peut se demander qu'est-ce qui a plu à Michael Jackson chez John Singleton pour qu'il l'engage carrément pour faire un clip vidéo. Alors moi, c'est une interprétation de ma part, mais j'ai toujours pensé que ce choix était dû un peu au côté moralisateur de Boys in the Hood, puisque ça raconte l'histoire d'un père qui fait tout pour éduquer son fils et l'éloigner en fait des problèmes de la rue, des histoires de gangs, des histoires de règlement de compte. Un peu comme ce qu'a voulu faire Joseph Jackson, donc le père de Michael Jackson, quand il a voulu créer, quand il a eu une vision et créer les Jackson 5. Le but aussi, en partie, pas que ça bien évidemment, mais en partie c'était de ne pas laisser ses enfants traîner dans la rue. Et c'est vrai que Michael Jackson a été éduqué dans cet esprit-là, c'est-à-dire attention de ne pas traîner dans la rue, je vous interdis d'être avec vos copains, etc. Vous allez faire quelque chose de votre vie et très tôt, de peur
que ses enfants soient engrainés dans des histoires de gangs, dans des histoires de rue et tout ça. Et moi, j'y vois vraiment un parallèle avec le fait que Michael ait pris John Singleton. Je pense qu'il a dû être fasciné par ce film parce que ça lui a rappelé quelque part une partie de son père et aussi l'éducation qu'il a reçue. Donc c'est peut-être pas anodin qu'il ait choisi John Singleton, mais là ça reste vraiment une interprétation de ma part. Alors ensuite Michael travaille avec David Fincher qui vient de terminer Alien 3, donc David Fincher n'a pas encore tourné l'excellent Seven, pour réaliser le clip Who Is It, et ensuite il travaillera avec un énorme réalisateur, peut-être le plus grand réalisateur noir américain, enfin en tout cas selon moi, Spike Lee, qui va réaliser 2 versions d'un même clip, They Don't Care About Us, une chanson qu'on trouve sur l'album History. Il réalisera 2 versions du clip. Pourquoi? Parce qu'il y a une version à la base, ce qu'on appelle la version prison, dans laquelle Michael Jackson est incarcéré. Il y a des images extrêmement violentes, d'images d'archives, de Rodney King tabassé, d'enfants tués, etc., etc. Le but est vraiment de choquer. Et les 2 artistes, Michael Jackson et Spike Lee, se mettent vraiment totalement d'accord sur la façon d'appréhender cette chanson They Don't Care About Us, qui parle du gouvernement américain, qui parle de la violence des États-Unis, etc. Et c'est vraiment une chanson totalement revendicative. Et les 2 se mettent d'accord, mais le problème, c'est que cette version-là est censurée aux États-Unis. Elle ne peut pas être diffusée comme ça à des heures de grande écoute. Donc, ils décident de tourner une version alternative à cette version prison, sauf que Michael Jackson là sera filmé au Brésil et on sera dans une version beaucoup plus dansée, beaucoup plus cool finalement, qui sera une véritable alternative au clip prison de They Don't Care About Us. Mais même dans cette version édulcorée, on va dire, le style de Spike Lee est là et ça constitue un super clip de Michael Jackson et de Spike Lee. C'est vrai que le clip version prison est beaucoup plus logique par rapport à ce que raconte la chanson. Et la collaboration de Michael Jackson et Spike Lee ne s'arrête pas là, puisque Michael Jackson composera un sublime morceau, une superbe ballade pour le film Get on the Bus, réalisé par Spike Lee, et le morceau s'appelle On the Line. Si vous ne l'avez pas écouté, foncez dessus. Et toujours pour rester sur Spike Lee, quand Michael Jackson décédera, le cinéaste voudra réaliser 2 superbes documentaires, peut-être les meilleures choses qui soient sorties après le décès de Michael Jackson, c'est-à-dire un documentaire sur l'album Off the Wall et un documentaire sur l'album Bad. Et quand j'insiste vraiment sur la qualité de ces documentaires, parce que outre toutes les images d'archives qu'on peut avoir en tant que fan, c'est vraiment une mine d'or, même s'il y a des choses qu'on sait déjà, c'est des documentaires extrêmement bien faits parce qu'ils vont s'attarder sur toutes les chansons des 2 albums, en racontant la genèse de la chanson, en montrant même sa construction, sa façon, comment Michael Jackson les a faites, certaines composées, comment il les a chantées. Quand on est fan de Michael Jackson, ces 2 documentaires sont vraiment extrêmement bien réalisés, c'est hyper respectueux de l'œuvre de Michael Jackson. On sent vraiment que Spike Lee adorait Michael Jackson. Donc si vous ne les avez pas vus, Bad 25 et Off the Wall. Avant de finir cette vidéo, je voudrais remercier chaudement Richard Lecoq et François Allard pour cette Bible pour tous les fans de Michael Jackson, Bible dans laquelle j'ai pu puiser quelques informations pour la réalisation de cette vidéo. Je les remercie pour ce livre et ces informations précieuses et capitales. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez même des trucs à rajouter, ça peut toujours être sympa. N'hésitez pas aussi à vous rendre dans le lien Utip dans la description de la vidéo. Ça fait toujours des petits revenus pour la chaîne et pour vous, c'est totalement gratuit. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!